Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à cet Indie Club. Alors désolé, on a quelques minutes de retard, mais c'était pour être sûr que tout fonctionnait très bien. Je vois que vous êtes déjà nombreux en ligne, donc ça fait plaisir. Je pense qu'on va avoir du coup plein d'échanges et plein de questions. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé Livestorm, du coup c'est normal, votre caméra et votre micro sont éteints, mais vous avez le chat à votre disposition, donc en bas à droite. Salut Clémentine. Et donc le chat qui vous permettra de poser toutes vos questions au fur et à mesure de l'échange et on gardera 10 minutes à la fin spécifiques aux questions si en plus de ça vous avez envie de poursuivre la conversation avec Christiane. Salut Céline. Voilà, donc, Clémentine et Céline ont lancé, c'est bon, ont démarré le chat, donc n'hésitez pas à leur répondre et à nous dire, à nous faire signe. Donc je suis ravie de voir aussi nombreux aujourd'hui. Je vais me présenter du coup pour ceux qui me connaissent pas. Je suis responsable pédagogique chez Indigo. Et donc Indigo, qu'est-ce que c'est? Eh ben Indigo, c'est une école. C'est une école qui forme les collaborateurs à intégrer la responsabilité à leur métier. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui avaient envie de se former encore plus que de sensibiliser. Donc vous êtes nombreux peut-être à avoir fait la fresque du climat, à avoir regardé les vidéos de Jean Covessi et à vous être emparés du sujet. On a remarqué qu'il y avait énormément de personnes qui avaient envie d'aligner du coup leurs valeurs personnelles avec leur métier au quotidien et qui avaient envie de passer à l'action. Donc on a décidé de créer une école qui propose que des formations pour les collaborateurs sur les sujets de la RSE. Donc on a créé 6 formations en un an. Donc on est une jeune école, mais on a quand même déjà 160 alumni qui ont pu tester nos formations et qui ont l'air d'être contents quand on regarde l'UNPS. Donc on est hyper contente. Et en fait, la particularité de Indigo, c'est qu'on a voulu des formations qui étaient très pratiques. Donc chaque session, c'est moitié théorie et moitié pratique, pour que dès le début, vous puissiez vous mettre les mains dans le cambouis et travailler sur des cas concrets d'entreprise, car donc tous les intervenants chez Indigo sont des personnes qui travaillent en start-up ou en grand groupe et pas du coup des formateurs et qui vous font travailler sur des cas concrets qu'ils ont vécu dans leur boîte. Et donc pour ceux juste qui ont pas encore, qui découvrent Indigo, Indigo donc c'est une école qui fait partie d'un campus d'école qui s'appelle Maria Schools et on a un campus de 4 écoles. Donc il y a Indigo, Maestro, c'est l'école de la tech et du no-code. Peut-être que certains d'entre vous parmi vous sont de cette école. Hiro qui est l'école du storytelling et du copywriting et Lyon qui est l'école de l'ère entrepreneuriale. Donc voilà, donc ces 4 écoles forment du coup à des thématiques qui sont très différentes, comme vous pouvez le voir. Mais le point commun, c'est la pédagogie, inspirée de Maria Montessori, et qui du coup se base normalement sur la pratique et sur de nouvelles manières de faire, et surtout de donner envie aux gens d'apprendre tout au long de leur vie pour être épanouis sur le plan personnel et professionnel. Et donc, chaque école organise ses webinaires. Ils sont tous gratuits. Donc, peut-être que vous avez déjà fait des webinaires avec les autres écoles, mais en tout cas, voilà, ils sont tous gratuits. Et le but, la volonté de Maria, c'est justement de rendre accessible la connaissance à tous et à toutes, et du coup de vous partager un maximum de ressources, comme aujourd'hui, ce qu'on va faire avec Louisiane. Alors, du coup, maintenant que moi je me suis présentée, je vous propose de vous présenter à votre tour dans le chat. Je vais vous partager un sondage. Ça va vous aider comme ça. Normalement, il va s'afficher soit en bas à droite, soit directement sur votre écran pour me dire, voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Si jamais vous cochez la case autre, n'hésitez pas à nous dire dans le chat, nous préciser ce que vous faites. Bonjour Véronique, qui s'est présentée. Voilà, ça nous permettra d'avoir une idée un peu plus précise des personnes qui nous accompagnent pendant cette heure-là. Alors, d'après le sondage, je vois qu'on a des personnes en transition professionnelle, métier de la RSE, freelance. Ok, donc un petit peu de tout. Super, merci pour ceux qui ont répondu. Et maintenant, je vais laisser du coup Louisiane se présenter. Donc Louisiane qui est notre invitée aujourd'hui et qui va nous parler du sujet de la biodiversité.
Euh, et donc, le lien entre biodiversité et entreprise, les dépendances, impact et tendance. Donc, voilà, Louisiane, je te laisse la parole. Merci, Oriane. Alors, hop, j'espère que vous m'entendez bien. Moi, je m'entendais en écho, donc je me suis mis en... Enfin, j'ai coupé mon son, mais j'espère que ça ne change rien de votre côté. En tout cas, merci pour l'invitation, Oriane, et ravie de participer à ce webinaire. D'après ce que j'ai compris, on s'arrête à 12h45 et l'idée c'est de garder un peu de temps de questions-réponses, mais j'ai pas mal de slides à vous partager, mais si besoin on s'arrêtera avant et on pourra continuer la conversation sur LinkedIn. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Donc, est-ce que là ça passe bien les slides? Ouais, super. Donc moi je suis Louisiane Gazelle, je suis responsable de l'innovation et de l'impact chez Écoterie. Et donc, très concrètement, nous, ce qu'on fait chez Écoterie, c'est qu'on restaure des écosystèmes dégradés avec la vocation de lutter contre deux grands défis, le dérèglement climatique et l'érosion de la biodiversité. Et ça, donc cette restauration d'écosystèmes, notamment dans les milieux forestiers, mais on restaure des zones humides, on met en place des projets spécifiques sur la pollinisation, on a tout un tas d'actions qu'on met en place, on va en parler après. Ces projets-là, ils sont financés grâce à 1500 entreprises et 75 000 clients particuliers qui peuvent contribuer via différentes offres à côté de leur diminution d'impact. Donc les entreprises avec qui on travaille, elles sont dans une volonté aussi de diminuer leur impact et de contribuer à côté à des actions de restauration. Les deux sont indispensables pour avoir une stratégie résiliente, on en reparlera. Voilà, et à côté de ça, on se développe aussi sur du conseil. On accompagne les entreprises dans leur stratégie climat, sur de la mesure, la définition de stratégie de diminution et de stratégie de contribution. Donc voilà en deux mots. Et donc très concrètement, sur le terrain, on a nos acteurs, nos experts carbone, forêt, biodiversité, qui restaurent des forêts, mettent en place des projets spécifiques pour l'agroforesterie ou pour la biodiversité, avec parfois des ruches, des nichoirs, des haies mellifères, des jachères fleuries. Là, on vous a mis juste quelques chiffres, mais il y a tout un tas de projets qu'on met en place sur le territoire France, Mayotte, Martinique aussi, et puis sur des territoires aussi plus européens, notamment le Danemark, l'Allemagne, l'Angleterre. On est en plein développement sur ces sujets-là. Et donc, concrètement, on parle de biodiversité tous les jours, on est sur le terrain, et c'est pour ça que on s'est dit avec Oriane que ce serait intéressant de vous partager des connaissances sur le sujet. Aujourd'hui, le sujet du climat, il est très pris par les entreprises. C'est plutôt une bonne nouvelle, même s'il y a encore plein de perspectives d'amélioration. Le sujet de la biodiversité, en revanche, il reste assez à la marge, mais c'est en train d'être de plus en plus pris en compte pour plein de raisons. Et on présentera ça. Mais une des premières raisons, c'est que les entreprises commencent à comprendre ce que c'est que la biodiversité, les entreprises ou les particuliers d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est encore pas très connu. Donc, je vais déjà revenir sur ce que c'est que la biodiversité. La biodiversité, c'est trois choses. C'est la diversité des écosystèmes, donc une forêt, une zone humide, l'océan, et en prenant en compte aussi la géographie, donc une forêt en Bretagne, tel océan, etc., tel type de littoral. Au sein de chaque écosystème, il y a une diversité d'espèces, donc selon l'écosystème, et au sein de chaque espèce, par exemple la coccinelle, il y a une diversité génétique. Et la biodiversité, c'est ça, c'est les interrelations entre tous ces trois niveaux. Et donc, c'est là qu'on voit que c'est relativement complexe de mesurer cette biodiversité parce que y a tous ces niveaux et on n'a pas la tonne de CO2 équivalent qu'on connaît sur le sujet de la biodiversité. La biodiversité, elle nous apporte des services écosystémiques, elle nous rend des services et c'est une des raisons pour lesquelles il faut la préserver. Généralement, on dit qu'il y a trois grands types
de services écosystémiques, de services rendus par la biodiversité. Il y a tout ce qui est les services d'approvisionnement. En fait, grâce à la biodiversité, les entreprises ont des matières premières, de l'énergie, des fibres dans le milieu du textile, du bois. L'alimentation aussi, forcément, est permise grâce à la biodiversité et aux pollinisateurs, d'ailleurs. Il faut savoir que dans certains pays, enfin, les pollinisateurs sont en fort déclin, y compris en France. On perd à peu près 30% des colonies d'abeilles par an. Mais dans certains pays, on a tellement perdu des pollinisateurs qu'on commence à polliniser à la main. Donc on se doute bien que si on pollinise à la main, il y a une explosion des prix, et notamment en Chine, et donc ça va avoir un impact sur le marché. Donc la biodiversité nous apporte des services d'approvisionnement, notamment en matières premières, etc. Des services de régulation, elle va filtrer l'eau, notamment via les sols, et il y a cet aspect aussi lié à la pollinisation que j'évoquais. Et puis, il y a tous les services culturels. Donc, par exemple, les industries du tourisme dépendent fortement de la biodiversité, notamment la montagne, les dunes du Pilat, enfin, il y a tout un tas d'exemples. Le secteur artistique aussi, tout le bien-être des populations, ça dépend aussi de la biodiversité. Aujourd'hui, là je vous donne des exemples et je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais aujourd'hui il faut considérer qu'il y a à peu près 55% du PIB mondial qui dépend des services rendus par la nature, par la biodiversité. C'est énorme, c'est considérable, et c'est d'ailleurs le troisième risque qui pèse sur l'économie mondiale après le dérèglement climatique, et il est confirmé. Donc on voit bien qu'on dépend de la biodiversité, et ce qui est cocasse, c'est qu'en même temps on érode la biodiversité. Nous, nos activités humaines, elles en dépendent, et en même temps on a des pressions, c'est comme ça qu'on les appelle, sur la biodiversité. Il y a 5 grands types de pression sur la biodiversité. Le premier, et je vais essayer d'axer mon discours plus entreprise, mais le premier, c'est la destruction des habitats, notamment lorsque on va construire des routes, urbaniser, lorsqu'on va développer une nouvelle usine et qui sera sur un sol qui n'est pas déjà du béton. En fait, à chaque fois qu'on implante des nouveaux bâtiments sur des sols qui sont pas déjà artificialisés, forcément on détruit des habitats. Il y a d'autres types de destruction des habitats qui sont moins connus, par exemple les ravalements de façades. Il faut savoir que les moineaux se nichent dans les façades, dans les petits trous des façades, et à cause des ravalements de façades, on a perdu 80% des moineaux à Paris. Donc c'est un autre type de destruction des habitats. La deuxième grande cause d'érosion de la biodiversité, c'est la surexploitation des ressources naturelles, notamment dans un contexte de surpêche et de déforestation. Lorsqu'on déforeste, on vient brûler d'ailleurs des parcelles énormes de forêt qui réémettent ce qu'elles ont séquestré durant tant d'années. Donc il y a cet aspect surexploitation des ressources naturelles, et surexploitation aussi parce qu'on est dans un contexte de surconsommation et de surproduction. La troisième cause d'érosion de la biodiversité, c'est le dérèglement climatique. Et donc il y a vraiment des liens... alors je ne sais plus si je vous ai mis des slides spécifiques là-dessus, mais il y a vraiment des liens entre climat et biodiversité. Le dérèglement climatique a un impact sur la biodiversité, et d'ailleurs les espèces peuvent plus ou moins être résilientes. Il faut savoir qu'un oiseau va pouvoir migrer, et un arbre, c'est quand même un peu plus compliqué. Les pollutions aussi, pollution de l'air, pollution de l'eau, pollution des sols, avec l'agriculture parfois intensive et tous les effluents qui peuvent être rejetés par des industries. Et la dernière pression, ce sont les espèces exotiques envahissantes. C'est parfois plus difficile de le considérer, mais en fait, lorsqu'on achète des produits des produits qui viennent de très loin, on peut, sans faire exprès,
à introduire des espèces exotiques envahissantes. C'est le cas, par exemple, du frelon asiatique qui a été importé dans le Var par quelqu'un qui avait acheté des poteries venant d'Asie. Et c'est comme ça que le frelon asiatique a commencé à se développer. Mais donc, généralement, ce sont des espèces qui sont introduites par mégarde suite à des achats qui sont délocalisés. Donc ça, ce sont pour les 5 causes d'érosion de la biodiversité. Et donc, en résumé, ce que ça veut dire, c'est que nos entreprises, elles ont des dépendances à la biodiversité. Là, j'axe mon discours sur les entreprises, mais c'est le cas aussi des citoyens, de l'État, etc. Mais en gros, on dépend de la biodiversité parce qu'il y a des services écosystémiques et en même temps, donc, on utilise des services quand même gratuits, rendus par la nature, et qu'on pourrait potentiellement payer demain si on doit polliniser à la main, par exemple. Et en même temps, pourtant, on émet des pressions sur cette biodiversité. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne pourra pas continuer à faire du business sans biodiversité, comme on ne peut pas faire du business dans un monde qui tend vers plus de 2,7 degrés avec tous les impacts du dérèglement climatique qui pèsent sur nos sociétés. Partant de là, c'est pour ça qu'il y a des entreprises et des acteurs qui s'emparent de plus en plus du sujet. J'ai une petite slide quand même sur biodiversité et climat. Je vous ai parlé de l'impact du climat sur la biodiversité. À l'inverse, la biodiversité peut avoir un impact positif sur le climat. Alors, ce schéma, il fait un peu peur. C'est le cycle du carbone. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le dérèglement climatique, il est lié à 2 choses. Ce qu'on émet dans l'atmosphère et ce qui n'est pas séquestré par les puits de carbone. Donc, pour une entreprise, il faut bien évidemment diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, qui sont liées, là, ce qu'on voit à peu près à 90% à la combustion d'énergie fossile et 10% à la déforestation. Mais il faut aussi favoriser la séquestration de carbone. Et c'est le delta entre ce qu'on émet et ce qui n'est pas séquestré qui reste dans l'atmosphère et qui cause le dérèglement climatique. Et donc, quand on contribue au puits de carbone, et notamment forêt, océan, donc quand on contribue à la biodiversité, on va avoir un impact positif sur la séquestration de carbone, donc sur les puits de carbone. Et si on préserve les puits de carbone, on évite qu'il y ait des bombes climatiques. Parce que si les forêts ne sont plus en état de séquestrer, dans ce cas-là, ça devient des véritables bombes climatiques. Voilà, et donc ça, je vous inviterai à regarder ça si vous le souhaitez. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a des liens entre, des actions qu'on peut mettre en place sur la biodiversité et qui ont un impact négatif sur le climat et inversement. Donc attention à prendre, quand on fait un choix, vérifier qu'il n'y a pas de déplacement d'impact ou à considérer la chose de façon globale. Mais parfois, juste prendre en compte le climat, ce n'est pas forcément bon pour la biodiversité. Je vous donne très rapidement quelques exemples, mais parfois, ce n'est pas intéressant d'afforester, de planter une forêt. Parfois, ce n'est pas pertinent. Et il vaut mieux laisser la biodiversité telle qu'elle est, laisser une prairie, par exemple. Parfois, ce n'est pas intéressant aussi de mettre en place des systèmes de technologie qui vont capter du CO2 présent dans l'atmosphère. Ça existe. Ces technologies, mais c'est plutôt terrible pour la biodiversité. Voilà ce que je voulais vous dire. Et maintenant que vous avez compris donc, ce que c'est que la biodiversité, le fait qu'on en dépend, le fait qu'on a pourtant des impacts sur la biodiversité et que c'est lié au climat, donc agir pour la biodiversité, c'est aussi avoir un impact positif sur le climat. Alors, il faut prendre en compte tous les aspects, mais en fait, les démarches RSE les plus rigoureuses, elles prennent en compte les 2 aspects. Eh bien, on peut rentrer dans le vif du sujet sur le lien entre biodiversité et entreprise. Il y a eu pendant un certain temps un manque de prise en compte de la biodiversité et là, c'est en train d'évoluer. Pourquoi est-ce que les choses n'ont pas été prises en compte? La première raison, c'est l'IPBES, donc le pendant du GIEC, qui a été créé en 2012, donc qui vise à étudier toute l'érosion de la biodiversité et à faire des recommandations au gouvernement pour lutter contre l'érosion de la biodiversité. Et l'IPBES a été créé en 2012
VS, le GIEC, en 1988. Donc, on voit qu'il y a déjà un gros delta en termes de prise en compte du sujet à l'échelle internationale. Une deuxième raison qui a fait que ça a mis du temps à prendre ce sujet, c'est le sujet de la mesure d'impact. Les entreprises, elles ont besoin de reporter sur de l'impact et elles ont la tonne de CO2 équivalent, qui est l'unité de mesure sur tous les aspects carbone. Le pendant sur la biodiversité, aujourd'hui, il n'existe pas encore. Il y a plusieurs initiatives en cours, mais il n'y a pas un outil qui est reconnu de façon universelle. Et donc, aujourd'hui, c'est difficile pour une entreprise de mesurer l'impact sur la biodiversité. Il y a aussi un manque de connaissance de la biodiversité. Comme je rappelais la définition, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce que c'est que la biodiversité. Les consommateurs aussi ont du mal à prendre en compte la biodiversité dans le choix des produits et services qu'ils consomment. Et puis, il n'y a pas de réglementation spécifique sur la biodiversité. Il n'y a pas d'obligation, enfin très peu d'obligations sur du reporting biodiversité. Mais, parce que là, vous devez vous dire, du coup, c'est un non-sujet et tout va mal, les choses changent. Et nous, on voit avec toutes nos entreprises avec qui on travaille, qui contribuent à nos projets. On a un fonds pour la biodiversité et elles peuvent contribuer à plein de projets de biodiversité. On a des projets spécifiques, pollinisation, zones humides, etc. Et les entreprises commencent à comprendre qu'elles ne sont pas pérennes sans la biodiversité et qu'en fait, il faut limiter leurs impacts, mais aussi restaurer les écosystèmes. Et comme c'est le cas aussi avec le climat, mais elles commencent à prendre le sujet et ça, c'est vraiment plaisant. On a beaucoup d'entreprises avec qui on travaille et on est ravis de voir que le sujet commence à prendre. Il prend aussi parce que pendant longtemps, on a trouvé qu'avoir une stratégie climat, c'était différenciant. Aujourd'hui, c'est un peu un must-have. C'est un peu, en fait, j'ai presque envie de dire c'est classique. Alors, ça nécessite d'être amélioré parfois, mais en tout cas, disons que c'est la base. Et ce qui va être différenciant, c'est les entreprises qui vont plus loin, qui vont aller notamment sur le sujet de la biodiversité ou aussi sur le sujet de l'ancrage territorial. Mais aujourd'hui, les éléments différenciants sont plutôt ceux-là. Il y a l'arrivée de la CSRD aussi qui bouscule les lignes. Cette réglementation qui va inciter les entreprises à prendre le sujet de la biodiversité et à reporter sur ces sujets à partir de 2024. Il y a des outils qui se développent. On n'aura pas le temps de tous les citer, mais il y a des tas d'outils pour aider les entreprises à définir des stratégies de biodiversité ou des cadres. Je vous invite à aller voir un œil sur SBTN, TNFD et en mesure d'impact. Il y en a plusieurs aussi. Il y a plusieurs outils qui se sont développés. Donc, ça, voilà, c'est... ouais, il y a Auriane qui me fait un signe. Ouais, je vois qu'on a quelques questions. Est-ce que, du coup, je sais pas si tu les voyais, on avait question de pourquoi le captage de CO2 dans l'atmosphère est négatif pour la biodiversité. Alors, sur ça, je faisais référence là au fait que... alors, attendez, je m'entends, donc c'est embêtant. Je faisais référence au fait qu'il y a des systèmes de technologie, des direct air capture notamment, qui visent à séquestrer du carbone avec des machines, en fait, qui viennent séquestrer le carbone directement présent dans l'atmosphère. En soi, puisque le dérèglement climatique est une des causes de l'érosion de la biodiversité, ce serait intéressant de mettre en place cette solution. Mais ce que je veux dire, c'est que à court terme, ça peut aussi avoir un impact négatif sur la biodiversité parce que ça va nécessiter d'aller chercher des minerais rares pour faire ces technologies, donc la surexploitation des ressources. Ça peut nécessiter du transport, donc de la destruction des habitats avec l'artificialisation. C'est des systèmes technologiques qui, à court terme, peuvent avoir un impact négatif sur la biodiversité. C'était ça ce que je voulais dire. Alors, sans l'étiquetage, on a aussi deux questions. Je vois en même temps les questions, donc je peux les prendre maintenant et puis je reprends le support après. Comment est-ce que vous arrivez à calculer et prévoir les déplacements d'impact et donc définir quelle est la meilleure solution? Donc nous, alors il y a ce qui nous concerne et ce que les entreprises font en général sur
comment est-ce qu'une entreprise peut prendre en compte le sujet climat et biodiversité en même temps, et est-ce qu'il existe un outil en particulier pour faire les bons choix? Aujourd'hui, non, et pas à ma connaissance en tout cas, et ça va plutôt être du cas par cas. Nous, en tout cas, quand on gère nos projets sur le terrain, à chaque fois, on prend les deux en compte. On va faire des diagnostics sur le terrain pour voir quelles sont les espèces menacées, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme développement sur la biodiversité, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme développement sur la séquestration de carbone. Et ensuite, on a des experts en interne, on va challenger ça parfois même avec le CNRS ou des organismes publics pour prendre les meilleures décisions. Mais c'est vrai que c'est des décisions qui ne sont pas faciles ou parfois, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Je vais vous donner un exemple concret de quelque chose qu'on ne fait pas, par exemple, mais si on voulait séquestrer du carbone de façon la plus utile possible, la plus rapide, on ferait de la monoculture de résineux, on planterait des arbres, et c'est génial, ça pousse très vite, mais c'est quand même pas terrible pour la biodiversité. Donc nous, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, mais en fait, il y a plein de considérations à prendre comme ça. Est-ce que Planet Score prend en compte la biodiversité? Je ne sais pas répondre à cette question. Et les Nature-Based Solutions sont très décriées comme une nouvelle façon pour les entreprises de greenwasher. Alors, j'entends cette remarque, je suis pas tout à fait d'accord. Les Nature-Based Solutions, ce sont des actions, donc c'est ce que nous on fait chez Écoterie, ce sont des actions qui visent à préserver, restaurer et gérer durablement les écosystèmes. Donc, on va venir protéger les écosystèmes naturels, les forêts et les restaurer, etc. Et à l'inverse des Nature-Based Solutions, il y a les Tech-Based, donc quand j'évoquais tout à l'heure les systèmes de technologie d'absorption, qui, elles, sont parfois quand même plus décriées que les Nature-Based Solutions. Ça, c'est sur la première partie de la remarque. Et sur la deuxième partie, et avec plaisir pour aller plus loin dans les débats, comme une nouvelle façon pour les entreprises de greenwasher. Alors moi, je suis convaincue, et pas que moi d'ailleurs, le GIEC et des tas d'organisations, que les entreprises, elles ont deux actions, une fois qu'elles ont mesuré leur impact, diminuer leurs impacts négatifs et contribuer à des impacts positifs. Juste diminuer ces impacts négatifs, ça ne suffira pas. Il faut aller plus loin. Aujourd'hui, on a déjà perdu 69% des animaux vertébrés en 50 ans. Les conséquences du dérèglement climatique se font déjà sentir, de l'érosion de la biodiversité aussi. On est nous-mêmes sur le terrain, on voit les écosystèmes qui s'érodent. On ne va pas dire à toutes les entreprises, ne venez pas financer des Nature-Based Solutions, ne venez pas financer la restauration de la nature, parce qu'on n'en a pas besoin. En fait, si, on en a absolument besoin. Par contre, et d'ailleurs, c'est très positif comme démarche pour l'entreprise. Par contre, ce qu'elle doit faire, c'est avoir bien mis en place une stratégie de diminution qui soit claire et qu'elle communique de façon juste, si elle souhaite communiquer en tout cas, sur son investissement. Et ça, c'est sûr que si ce n'est pas bien fait, ça peut tendre vers du greenwashing. Mais la contribution des entreprises à la biodiversité, aux écosystèmes, aux puits de carbone, ce n'est pas du greenwashing, c'est indispensable. Et de toute façon, jamais on aura des entreprises qui auront un impact CO2 égal à zéro. Il y aura toujours ce qu'on appelle des émissions résiduelles incompressibles. Donc, il faut venir les compenser avec des puits de carbone et des crédits carbone de haute qualité. Et ça, c'est les recommandations aussi du GIEC. Donc, ces émissions résiduelles incompressibles qui devraient tendre vers 10% des émissions des entreprises, là, il faut venir les compenser. Et moi, je suis persuadée que la contribution des entreprises, elle est indispensable et que c'est d'ailleurs signe d'engagement vraiment réel de l'entreprise si c'est fait avec des actions de réduction d'impact et avec une communication juste. Je crois que je peux reprendre. Ouais, attends, il y avait juste une question dans le chat aussi de Véronique sur l'étiquetage. Et après, je te laisse reprendre. Ok. Connaissez-vous des initiatives d'étiquetage biodiversité des produits? C'est une super remarque. Il y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas une étiquette spécialiste sur l'ensemble de la biodiversité. En revanche, il y a des étiquettes spécialisées sur certains types de biodiversité. Par exemple, tout ce que vous voyez autour de PEFC, FSC, qui certifie, par exemple, qu'un papier est issu de gestion durable d'arbres. Donc là, il y a des thématiques biodiversité qui sont prises en compte dans ce label. Mais je n'ai pas connaissance d'un label biodiversité orienté produit qui soit relativement reconnu.
Voilà. C'est vrai que j'avais pas vu toutes les questions dans le chat. Bon, je pense qu'au pire. Non, bon, t'inquiète, Et est-ce que ce serait utile selon moi? Oui, ce serait très utile. Ce qui me semble très utile aussi, c'est le fait, parce que là vous parlez utilisateur-consommateur. L'étiquetage aidera la chose. Ce qui va beaucoup aider aussi, c'est la vulgarisation des médias sur le sujet de la biodiversité. Aujourd'hui, il y a une sorte de charte d'engagement des médias sur le sujet du climat. Vous avez probablement senti que depuis à peu près un an et demi, on parle beaucoup plus du climat, que ce soit à la radio, à la télé. Mais sur le sujet de la biodiversité, ça peine encore. Et je pense qu'il y a un gros travail de vulgarisation, de faire prendre conscience de ce que c'est que la biodiversité et pourquoi il faut le prendre en compte dans ses achats qui doit être fait auprès des particuliers. Voilà, je continue ma presse. Et je vois qu'il me reste 10 minutes. Je vais vous donner quelques exemples rapidement. Je vais vous donner alors, je vais peut-être passer très vite là-dessus aussi. Je vous invite à regarder le SBTN, Science Based Target for Nature. Donc, c'est un cadre qui vise à aider les entreprises à définir des objectifs et une stratégie biodiversité robuste. On voit qu'il y a différentes étapes. Si vous regardez l'étape 4 sur la partie agir, les actions qui sont préconisées pour les entreprises, c'est éviter, c'est un peu comme le sujet du climat en fait, c'est éviter les impacts sur la biodiversité, réduire ce qu'on ne peut pas éviter, restaurer et régénérer les écosystèmes, là c'est ce qu'on fait chez Ecotree, et transformer son business model pour essayer de créer des produits ou services qui vont même avoir un impact positif sur la biodiversité. Donc ça c'est leur grande thématique. Après il y a plein de sous-thématiques si vous voulez aller plus loin. Voilà, et donc là, ils aident les entreprises à définir des objectifs pour tout ce qui est autour de l'eau douce, des terrains, de la biodiversité de l'océan, du climat, c'est assez large. Voilà quelques exemples d'entreprises. Alors Carrefour, si vous cherchez une entreprise qui a mis en place une stratégie assez développée, je vous invite à regarder ce que fait Carrefour. On voit notamment ici, d'ailleurs, ils ont identifié leur chaîne de valeur et leurs impacts. Et donc, vous voyez qu'ils reprennent les 5 pressions d'érosion de la biodiversité que je vous ai listé tout à l'heure. Et en abscisse et en ordonnée, ils mettent leur chaîne de valeur et ensuite, ils identifient où sont leurs principaux impacts. On peut faire la même chose avec cette question de dépendance. D'ailleurs, où sont mes principales dépendances? Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que beaucoup d'entreprises fassent parce que c'est difficile de mesurer vraiment son impact sur la biodiversité. Mais déjà, si on commence par identifier les principales masses d'impact et masses de dépendance le long des chaînes de valeur des entreprises, ça va permettre quand même d'y voir plus clair sur les impacts et les dépendances de son entreprise sur ce sujet. Et donc Carrefour, ils ont identifié leurs principaux impacts et notamment ensuite ils ont décidé de se développer sur du soutien à l'agriculture régénératrice, l'agriculture bio. Ils changent leur façon de s'approvisionner. En parallèle, ils diminuent leur pression sur les pollutions et la surexploitation en mettant en place des principes d'éco-conception, d'économie circulaire, etc. Ils limitent l'impact des sites aussi sur le sujet de la biodiversité. Je ne suis pas là pour dire que leur politique est bien ou pas bien, mais c'est une des politiques d'entreprise du CAC 40, en tout cas, qui est assez développée sur le sujet de la biodiversité. C'est-à-dire qu'ils ont bien suivi les différentes étapes de mise en place d'une stratégie biodiversité. Quoi qu'on pense, ils ont probablement beaucoup de choses encore à améliorer sur leur stratégie. Donc voilà, l'Occitane, eux, ils ont décidé de s'embarquer dans une stratégie nature positive. Donc je vous invite aussi à regarder ce qu'ils font. Et puis je vais terminer par quelques actions pour s'y mettre très concrètement. Alors la première action, c'est de vous former sur le sujet, de former
les personnes autour de vous, les collaborateurs, les salariés, mais aussi les organes de direction, pour comprendre ce que c'est que la biodiversité. Là, il y a plein d'outils dont on délivre aussi des formations à des COMEX CODIR sur le sujet de la biodiversité pour leur faire comprendre le lien avec leur business model. Donc, si besoin, on peut vous accompagner là-dessus. Et ensuite, il faut diagnostiquer ses impacts et dépendances à la biodiversité. Donc, je me forme, je diagnostique mes impacts et dépendances à la biodiversité. Si je ne peux pas mesurer avec un outil précis, au moins je fais le travail qu'a fait Carrefour que je vous montrais tout à l'heure. Ensuite, je mets en place des actions de réduction de pression. Donc, je vais je vais éviter certaines pressions, je vais réduire ce que je ne peux pas éviter, restaurer et régénérer les écosystèmes. C'est justement la troisième partie. Où, comme je disais, il ne suffit pas de réduire, il faut aussi restaurer, régénérer. Les deux sont fondamentaux et les deux doivent être faits de façon conjointe. Nous, on pense même on ne va pas tous attendre d'avoir réduit nos impacts, que ce soit sur le carbone ou la biodiversité, pour commencer à restaurer les écosystèmes, parce que sinon, on attend 2040-2050 et là, on a déjà perdu 80% des zones humides, qui sont des véritables réservoirs d'eau. Donc, d'ici 2040-2050, je n'ai pas très envie d'imaginer l'état dans lequel seront les écosystèmes. Voilà, et alors ça, je vais passer parce qu'on ne va pas avoir le temps. Et la dernière étape, c'est bien évidemment de communiquer sur ces engagements dans des cadres. Moi, je vous invite vraiment à utiliser ces cadres, à utiliser des labels s'il le faut aussi, mais à valoriser correctement les engagements des entreprises avec des stratégies bien définies. Voilà, comme ça nous laisse 5 minutes pour évoquer les autres questions s'il y en a. Ouais, et on peut dépasser un petit peu, on n'est pas, s'il y avait des questions. Avez-vous des ressources pour effectuer le diagnostic des dépendances et des impacts? J'ai pas des ressources précises. Il y a quand même des travaux qui ont été faits par l'OFB, l'Office français de la biodiversité, l'IUCN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il y a des cabinets qui sont spécialistes aussi du sujet, notamment BL Evolution. Donc, vous pouvez regarder des ressources auprès d'eux. Mais sinon, c'est l'habitude qui permettra de savoir bien diagnostiquer les dépendances et impacts. Donc, c'est aussi de l'entraînement. Je suppose que vous demandez ça parce que vous êtes en restructuration professionnelle, donc ça vient avec le temps. Est-ce qu'il existe une ou des méthodes d'ACV adaptées à la biodive? Il n'y a pas un type d'ACV spécialisé sur la biodive à ma connaissance. En revanche, il y a des notions qui sont prises en compte dans l'analyse du cycle de vie et qui sont recoupées avec les pressions qu'on exerce sur la biodiversité. Par exemple, tout ce qui est surexploitation des ressources et pollution, c'est pris en compte dans les ACV et c'est ce sont des pressions qui sont exercées sur la biodiversité. Une question d'Olivier. Et les banques, la finance dans tout ça? Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il y a plein d'acteurs qui doivent être pris en compte dans le sujet. Moi, j'aime bien parler du triangle de l'inaction. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept, mais c'est le fait qu'il faut imaginer 3 grands types d'acteurs. Le gouvernement, les entreprises et le secteur financier d'ailleurs, et les consommateurs. Et en fait, souvent, les acteurs se renvoient la balle alors que l'objectif, c'est de travailler de façon conjointe. Donc, on va typiquement avoir les pouvoirs publics qui vont dire c'est aux entreprises et aux particuliers de proposer des bons produits ou de choisir les bons produits. Les entreprises, elles, vont dire oui, non, mais dans une logique de concurrence, il faut que l'État régule le marché. Et les consommateurs, eux, vont dire c'est à l'entreprise de me proposer des bons produits ou c'est à l'État de subventionner les bons produits. Et bref, en fait, tout le monde se renvoie la balle et on reste dans un triangle de l'inaction
Et en tout cas, pour revenir sur le sujet de la finance, bien sûr que eux, ils ont un rôle énorme aussi de transformation des entreprises. Et on a plusieurs clients qui sont avec qui on travaille, qui sont dans le secteur de la banque, et ils ont tous pleinement conscience de ce sujet, bien qu'il faut que ce soit encore plus pris en compte, mais les choses changent petit à petit. Y a-t-il des outils spécifiques pour faire le suivi de l'émission en CO2? Alors, je ne comprends pas très bien ça, mais si je comprends le suivi de l'émission de CO2, et ça fait peut-être référence au bilan carbone. Et si c'est le cas, il y a des tas d'outils. Nous, on accompagne les entreprises sur le bilan carbone. On utilise un logiciel, et donc après, elles voient on refait le bilan carbone tous les ans, et elles voient comment est-ce qu'elles suivent leurs objectifs, leur plan d'action aussi de réduction en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Donc oui, il y a différents outils. Alors, chaque cabinet va avoir ses outils. Auriez-vous des conseils pour s'auto-former sur ces sujets? De la lecture, des podcasts, il y a plein de ressources sur le sujet de la biodiversité. Et je vous invite à regarder aussi ce que nous, on a plein d'articles sur le blog d'Écoterie. Il y a beaucoup de webinaires aussi. On a fait un livre blanc qui s'appelle le B.A.B.A. De la biodiversité, des entreprises et de la biodiversité. Il est sorti il y a 3 semaines. Vous pouvez aller le voir. Il est en accès libre. Et quels sont les leviers d'action pour favoriser la biodiversité dans le contexte de la CSRD? Donc ça, c'est une question qui est fondamentale. La CSRD, elle va inciter les entreprises à prendre en compte le sujet de la biodiversité et leurs impacts, enfin déjà leur double matérialité, donc comment est-ce qu'elles ont un impact sur la biodiversité et comment est-ce qu'elles en dépendent. Et ensuite à mettre en place des tas d'actions. Donc vous pouvez aller voir, je vois qu'il est 45, vous pouvez aller voir l'ESRS E4, qui est l'ESRS, la norme de la CSRD spécialisée sur la biodiversité, et vous allez avoir tous les indicateurs, mais globalement ce que la CSRD demande, c'est identifier ses impacts et dépendances sur le sujet de la biodiversité, mettre en place un plan d'action de réduction et de contribution à la restauration de la biodiversité pour les entreprises qui sont concernées, en tout cas à partir de 2024, puisque la CSRD commence en 2024 avec un reporting sur 2025. Voilà. Et quels outils suggérez-vous pour le suivi des bilans carbone? Ok, donc nous, l'outil qu'on utilise, c'est l'outil SAMI, qui est un outil, donc on est partenaire de SAMI, et on travaille ensemble pour accompagner des clients, et on est satisfait de ce partenariat qu'on a lancé récemment, toutefois. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore des... Oriane, tu me dis. Écoute, là j'ai l'impression qu'on est pas mal sur les questions. Est-ce que tu as des noms de podcasts sinon ou autres ressources à recommander? Des noms de podcasts. Alors, il y a Humanité et Biodiversité qui sort des podcasts. Il y a des podcasts sur la biodiversité aussi de l'OFB. Je vous invite à écouter, il y a des choses sur la biodiversité aussi qui sont présentées dans le podcast de Sylvia Micone qui s'appelle Impact positif. Voilà. Et sinon, moi, ce que je vous conseille vraiment pour se former, pour aller chercher de la ressource, c'est de regarder les sites d'entreprises, que ce soit Écoterie, parce que je connais ce qu'on poste, mais il y a aussi tous les cabinets de conseil. Enfin, en fait, nous, comme eux, on fait un travail de veille, où on apporte de la connaissance, on fait des webinaires, etc. Vous avez plein de ressources sur YouTube aussi. Si vous allez sur YouTube d'Écoterie, on a fait un webinaire spécialisé sur le lien entre entreprise et biodiversité et les réglementations, etc. Donc, si vous voulez plus d'informations là-dessus, il est en accès libre sur notre chaîne YouTube. Voilà. Je vous recommande vraiment d'aller directement vers les contenus proposés par les spécialistes. Et après, sinon, en termes d'organisation nationale ou internationale, OFB, IUCN.
Merci beaucoup, Louisiane. C'était super riche et je pense qu'on a, en l'espace voilà, d'une trentaine de minutes déjà, on a pu apprendre pas mal de choses. Voilà, l'idée forcément des Indie Clubs, c'est aussi de ne pas être trop long pour vous, mais voilà, de vous acculturer, voilà, d'ouvrir les chakras sur un sujet. Mais en tout cas, voilà, si le sujet vous a plu et que vous avez envie, voilà, de vous former au sujet, nous on forme pas, on n'est pas expert du coup sur les sujets de biodiversité, mais c'est un sujet qu'on a intégré dans une de nos formations, pilote de la stratégie climat. Voilà, qui est une formation qui dure 24 heures et qui vous permet d'apprendre à piloter une stratégie climat. Et en fait, au sein de cette formation, on a intégré du coup une masterclass pour l'instant qui dure 1 heure sur le sujet de la biodiversité pour faire le lien entre climat et biodiversité. Et l'objectif, ça va être là de plus en plus d'augmenter la durée de ce cours et de passer sur une session un peu plus riche pour que justement les personnes qui se forment à la stratégie climat n'oublient pas d'intégrer le sujet au sein de leur stratégie. Et donc, si vous avez envie voilà, d'aller plus loin sur les sujets de stratégie climat, c'est une formation voilà, qui s'adresse soit à des personnes qui veulent se reconvertir sur les sujets, soit si vous souhaitez, si vous êtes consultant et que vous voulez accompagner des clients à la fois sur leur bilan carbone et du coup sur leur feuille de route. Et donc c'est marrant, du coup tu citais Samy, avec qui tu travailles. Donc Samy justement Samy, du coup, justement, c'est un de nos intervenants. On a une personne qui travaille chez Samy et aussi une personne qui travaille chez Axio qui interviennent dans les sessions. Et aussi des personnes qui sont dans des grands groupes comme Decathlon. Decathlon qui a du coup qui est une entreprise qui est assez avant-gardiste sur les sujets notamment d'éco-conception de leurs produits. Et donc voilà, je vous affiche juste voilà le programme, comme ça vous avez un peu une vue d'ensemble. C'est sur 7 semaines, donc ça dure en tout 24 heures, à raison de 2 sessions par semaine. Donc c'est un rythme un peu intense, mais c'est sur une durée qui est pas trop longue. Donc c'est 7 semaines justement pour passer à l'action et se mettre dans le bain. Donc si jamais voilà vous avez des questions sur ce programme, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis justement de poursuivre la conversation et de vous en dire plus. Et sinon, si vous avez d'autres questions, je vois qu'il y a un sondage, mais voilà, si vous avez voilà, une ou deux questions en rapport avec le sujet, on peut aussi les prendre. Je regarde s'il y en a, mais j'ai l'impression qu'on y a déjà pas mal répondu. Est-ce qu'on peut mettre le lien vers le livre blanc? Alors, ah oui, la formation est possible, oui, pour les formations en poste, c'est le soir de 18 heures à 21 heures. Donc c'est à chaque fois une session de 3 heures, 1 heure et demie de théorie et 1 heure et demie de pratique. Voilà. Et en termes de financement, c'est finançable soit avec votre CPF, soit les OPCO, soit Pôle emploi. Voilà, il y a plusieurs types de financement en fonction de cette situation. Et dans ces cas-là, on peut vous rediriger vers la meilleure façon de financer en fonction de votre situation. Voilà, voilà. Eh bien, je vous laisse partir peut-être en pause déjeuner si vous n'avez pas d'autres questions. Je vous souhaite une très bonne journée et encore merci Louisiane pour ce webinaire. Et voilà, si vous avez des questions, que vous avez envie de prolonger la conversation ou le débat, n'hésitez pas à nous ajouter sur LinkedIn. Merci beaucoup. Merci Clara, merci Clémence et très bonne journée à tous et à toutes.